You're watching STV, it's PM Bilingual Newscast. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra in the city of Douala. In our lone headline, today marks exactly 37 since the abortive coup d'etat in Cameroon aimed at stopping the almost 2 year old regime of President Paul Biya. It was on the 6th of April 1984 that a group of the Republican Guard staged a coup but suffered a setback from forces loyal to the regime in place. Yaoundé inhabitants got up early that morning to the sounds of heavy artillery. A good number of the rebellious soldiers were arrested, with 35 of them sentenced to death and executed. Some other soldiers and civilians believed to be involved in the attempted coup fled the country, while others pledged loyalty to President Paul Biya. We shall be getting the reactions of the population in this newscast on the coup d'etat and what has changed ever since the coup occurred. Ladies and gentlemen, thanks for joining us once more on another edition of the 8 PM Bilingual Newscast on Spectrum Television. We'll begin right away in the French language with you, Léla. Bonsoir. Bonsoir à vous, Catherine Koné. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. 6 avril 1984, ou le jour où Paul Biya a failli être renversé. En effet, les débuts de règne de l'homme du 6 novembre n'ont pas été de tout repos. Paul Biya échappe à un putsch le 6 avril, ce 6 avril-là, un événement qui l'a profondément marqué et qui lui a certainement permis de consolider son pouvoir. Mireille Siabdi. Les faits s'inscrivent dans l'histoire et les archives ont la parole en ce mois d'avril au Cameroun. Le passé nous rappelle d'ailleurs que dans la nuit du 5 au 6 avril 1984, les habitants de Yaoundé ont été brusquement réveillés par coups de tir à canon et l'envahissement de la ville par les véhicules militaires. Le Cameroun traversait alors une période délicate de son histoire. Les éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État, concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques et l'occupation des points stratégiques et sensibles de la capitale politique du pays. Palais de l'Unité, immeuble siège de la radio nationale, aéroport et bien d'autres, avec pour objectif la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Pour le président Paul Biya, je cite, « La responsabilité du coup d'État manqué est celle d'une minorité d'ambitieux assoiffés de pouvoir. » Ici, la clémence du successeur du président Ahidjo est rangée dans les placards. Le bilan du putsch manqué sera lourd. 48 condamnés à mort et exécutés, 64 détenus condamnés à plus de 5 ans, 122 détenus condamnés à 5 ans, 16 détenus condamnés à moins de 5 ans, 38 détenus sans jugement, 2 ont vu leur peine fondre en détention temporelle, 3 ont pris la fuite. Certains en payent encore le prix aujourd'hui, 33 ans après le putsch manqué. 6 avril 1984, le tribalisme est l'une des conséquences de ce putsch manqué, c'est Henriette Ekwe qui le dit. La journaliste a suivi de bout en bout les événements de ce jour. Elle nous livre son témoignage au micro d'Oriane Danquin. Le coureur du putsch du 6 avril 1984 aurait commencé à se faire ressentir un an plus tôt, avec en toile de fond une guerre de leadership. Quand le putsch arrive, il ne faut pas oublier que le président Ahidjo entre en conflit avec Paul Biya dès l'avènement de Paul Biya. Pourquoi? Parce que Ahidjo a précisé que c'est l'UNC qui définit la politique du pays et l'État applique. Ça a créé des dissensions. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Ahidjo a quitté le pays en août, fâché. Alors que des réunions pour préparer le coup d'État se font, des rumeurs commencent à circuler et un officier va mettre le président de la République au courant. Il met Douala Massango devant Saleh Ibrahim, parce que Douala Massango était l'adjoint de Saleh Ibrahim. Et il lui dit, répète ce que tu viens de dire. Bon, Saleh Ibrahim est au courant de tout. Donc ce que Douala Massango est venu dire, Saleh Ibrahim le savait. Il y a eu une élection présidentielle le 14 janvier 1984. Parce que tout le monde, on pressait Ahidjo de Biya. Il faut que tu aies ton propre mandat. Il ne faut pas continuer le mandat d'Ahidjo, il faut que tu aies ton propre mandat. C'est comme ça qu'il fait l'élection. Et
le 6 avril, le putsch éclate. Un putsch qui va durer 48 heures. Le temps que le renfort vienne de Koutaba, M. Ebogo, Titus, il était basé à Ebolova, il avait déjà neutralisé les putschistes qui étaient à l'aéroport de Yaoundé. Vous savez que l'aéroport de Yaoundé était à l'entrée de la ville. Il l'avait neutralisé. Donc, il a fallu donc, avec des hélicoptères, il a fallu que toute l'armée camerounaise se mobilise pour neutraliser les mutins. Les officiers nordistes ont dit qu'ils ne voulaient pas tuer. Beaucoup, ils ne voulaient pas un bain de sang. Mais toujours est-il qu'on a dû les neutraliser. Parmi les causes de l'attente, un détournement de fonds, mais qui n'est pas accepté de tous. Le directeur de l'ONCPB, qui a toutes les réserves d'argent, et notamment les réserves des devises, avait constaté qu'on ne faisait que prendre l'argent. Donc ils ont dit, à l'allure où on dépense, on sera dans un trou. Historiquement, ils avaient raison, puisque après on est allé au FMI, où on est toujours dans la pauvreté. Mais dans le texte qui a été lu, c'était clair que c'était le détournement de fonds massifs. Mais comme on était dans une idée que Biya était le bienvenu, parce qu'on se souvenait de ce qu'a été la dictature d'Ahidjo, et donc on a pris ce putsch pour un putsch de nostalgique. Et il faut saluer un homme des médias qui est le technicien qui a déjoué les putschistes qui n'ont pas compris qu'ils étaient en train de parler, mais ça ne passait pas sur le réseau national. Le putsch est déjoué certes, mais un autre fléau va se développer. Le président a fait confiance à Saleh Ibrahim et tous les jours on mettait la motion de soutien de Saleh Ibrahim pour le président de la République qui venait d'être élu. Donc ça a été le moment où les gens du Sud ont dit que tu as vu. Tu as dit que non, toi tu n'es pas le président de tout, tu n'es pas le président des sudistes ou du centre-sud. Tu as alors vu comment on a voulu te tuer. Donc à partir de là, ça a été un tour de vis du tribalisme, la mainmise de cette région-là, du centre-sud, sur l'appareil de l'État. Voilà. C'était une des conséquences du putsch du 6 avril. Ce 6 avril 2021, cela fait 37 ans que le Cameroun vivait un coup d'État manqué. Autre témoignage, c'est celui que nous livrent les habitants de la capitale politique du Cameroun. Ils s'expriment au micro d'Olivier Bouzike. Les partisans du président Ahidjo voulaient reprendre le pouvoir. Il y a eu des morts parce que la garde républicaine a occupé des points stratégiques. La radio, c'était la radio à l'époque. Et ils sont allés jusqu'à la présidence. Ils ont occupé une partie de la présidence, mais le président était dans le bunker. Donc il était défendu par quelques éléments qui lui étaient restés fidèles. Bon, ça a passé une journée. Le deuxième jour, les forces restées légales au président de la République, Paul Biya, ont contre-attaqué avec en tête le chef d'état-major, le général Semenge. Il y a eu des morts. J'ai vu comment on a tiré sur des gens ici en route. C'est les images que j'ai retenues et je me rappelle lorsque on est venu enterrer au cimetière de Ngousso. On est venu enterrer les gens au cimetière de Ngousso. On disait que c'était des poursuites. Le grand-père de Yannick Douamé a été tué pour ça. Sur le salon pendant 2 jours, sans sortir. Les coups de feu par-ci, par-là, il y avait des problèmes où tu ne sentais. Ceux qui revenaient des sorties, vous causez de ce qu'ils ont vu, les morts, c'était pas facile
d'espérer pour vivre. Était à Bamenda. Un midi comme ça, nous on était en train de prendre notre dîner. Il y a quelqu'un qui est venu là, il nous dit que hey, on dit que c'est grave à Yaoundé. Et j'avais déjà pris ma permission pour aller chercher ma femme au village. Je dis que merde, je vais faire comment? Bon, la permission était déjà signée, j'étais obligé de venir. On nous disait en route que vous n'allez pas arriver, vous n'allez pas arriver. Mais Dieu a été avec nous, nous sommes arrivés. Quand je descends la grande descente de Mangué et Ligdoua là, j'ai entendu un coup de feu. Hein? J'ai seulement été courageux. Bon, j'ai trouvé le taxi jusqu'à je suis parti à la maison en Kondongo avant de continuer au village. Ma grand-mère était couchée à la maison dans la chambre. La balle est entrée dans son épaule. Les gens couraient de par-ci, par-là, et ceux qui étaient à la maison, ce n'était pas facile pour eux. Donc c'est des événements qu'on ne doit pas souhaiter dans notre vie. Que ça ne se répète plus, ce genre de choses. Il faut vraiment que la transition soit bien organisée pour qu'on ne vive plus ce genre de situation. And now, what has changed when the coup d'etat took place on April 6, 1984? Let's find out in the following interview of Willie Broad. I should say many things have changed. The first thing is that when the President of the Republic, Biya, came to power, he was charismatic and he was received with a lot of euphoria. That president who was able to go around the country at ease, that president who could equally be able to ride on his bicycle without fear of any person. When the coup d'etat, the abortive coup d'etat occurred, the president became, to the best of my reading, much more cautious. Cautious in his movements. He reduced his outreach, he reduced his movements around the country, he increased security around himself, and we realized that the presidential security is very, very intense, even in terms of budgeting. So that is what might have been able to change over time and space. One of the most important things that has changed is declaration of war against the pushists. I think that was what happened when the coup d'etat took place. War was declared unto them. But an important thing happened. Several years later, the President of the Republic decided to forgive, pardon those pushists, and even dialogue with some of them, and included some in government. Some of those people who were accused are in the current government. If those who actually attempted to kill the president were forgiven, if the president had to dialogue with some of them and even negotiate and include them in a government of national unity, if there were negotiations with Boko Haramis, then it is incumbent that the head of state should still adopt, as the father of the nation, engage in the same dialogue and openness with the so-called Anglophones who have been genuinely dissatisfied with some of the realities of public policies and administration. Let's now talk about health. In the space of 1 week, Cameroon recorded 4,112 positive cases of the coronavirus pandemic, bringing the total number to over 57,000 positive cases in Cameroon, a statistics that placed Cameroon 13 in the list of countries with the highest number of coronavirus in Africa. Onila Donet, give us more. The COVID-19 contamination curve keeps increasing in Cameroon. In just 1 week, the nation has recorded over 4,000 new cases, bringing the total number of positive coronavirus cases to more than 57,000. The Central African nation, which recorded its first case way back on March 6, 2020, now occupies the 13th position of countries with the highest number of COVID-19 cases in Africa. The number of recoveries is also on the rise. 4,395 people have so far recovered from the pandemic within the space of 1 week. According to the latest statistics given by the Public Health Minister on April 1st, Cameroon has 51,769 recovery cases, with unfortunately 851 inhabitants already 6 feet down as a result of the pandemic.
As for active cases, the numbers are down. 5,053 cases were recorded last week as compared to 4,717 cases recorded the week before. 427 patients are admitted in hospitals with over 122 on oxygen. With this worrying epidemiological situation, government is making sure COVID-19 screening centers have the right equipment to take care of the patients. On April 3rd, the minister announced the delivery of hospital beds, emergency stretchers, treatment trolleys, and many other equipments to the hospital in the North region. Before that, 6 multi-parameter monitoring monitors and other laboratory supplies had been sent to the southwest region of the country. A new COVID-19 screening center has been erected at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex to receive patients suffering from the virus. Despite these increasing numbers, most inhabitants still choose to believe the coronavirus is a myth and shun barrier measures. Plus de 4000 cas positifs enregistrés chaque semaine. C'est la situation actuelle du coronavirus au Cameroun. Des chiffres très loin des 2000 cas enregistrés chaque mois lors de la première vague. Ces chiffres sont du docteur Roger Etoa. Le médecin est l'un des invités de Dipita Tongo mardi dernier à l'émission Carte sur table. Je vous propose cet extrait. Rendu au mois de mars, nous avons quasiment atteint, pulvérisé tous les records de la pandémie. À la première vague, le record enregistré de cas d'une semaine était de 2024, c'était dans la semaine du 6 juillet. Et ces 3 dernières semaines, nous avons connu en continu plus de 4000 cas par semaine. Donc nous avons pulvérisé le record des cas. Entre la première et la seconde vague. Nous avons pulvérisé déjà le record des décès parce que on a rendu nous entrions au 26 mars, au 26 décembre, nous étions à environ 450 décès. En ce moment, nous sommes à presque 741 décès. Donc, nous avons connu en 3 mois quasiment le même nombre de décès, c'est-à-dire que nous avons connu en 9 mois, toute l'année dernière. Donc, le nombre de décès a explosé, le nombre de cas a explosé, et le pire est à venir. C'est ça en fait qu'il faut noter, parce que il faut savoir que quand vous voyez les statistiques du Covid, si vous voyez un peu les tweets du ministre, il y a une variable qu'on appelle le taux de létalité. Le taux de létalité, c'est le nombre de personnes positives qui décèdent. Et ce taux de létalité est quasiment constant, d'à peu près 1,5, ça tourne autour de 1,5%. Et ça veut dire que les 4000 personnes qui sont positives par semaine, il faut fait une projection en se disant que 1,5 personnes de ces personnes vont décéder dans les 3-4 semaines. Ça veut dire que où nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas, on a eu 4000 cas. Hein, ça veut dire qu'il faut se dire qu'il y aura à peu près, en fait, si on cumule 8000 cas, et tout ça en 2 semaines, ça veut dire que dans les 3-4 semaines, nous avons à peu près 130 décès. Ce n'est pas qu'une variable statistique. C'est quelque chose d'objectivable. Ce sont des pères, des mères, des frères, des sœurs, des gens, des amis, des gens qu'on connaît. And now, inhabitants met today, April 6, in Douala have advanced different reasons as to why they are yet to get tested for the coronavirus pandemic. Our reporter Oni Ladenet put together their reactions in the following report. Most inhabitants met on the streets of Douala attest they will only go in for COVID-19 test if urgent need arises. If need arises, then I will get myself tested. Parfois, si quelqu'un veut voyager,
Si quelqu'un veut voyager, on l'oblige de faire... People get tested when they want to travel or get access into large companies. And I don't see myself traveling. Things are hard. Avant d'entrer, on te fait le test. Il n'y a même pas l'occasion de voyager. Les choses sont devenues très dures. The crowded nature of screening centers in the economic hub seems to be the reason others are hesitant to get tested. Pas encore. I haven't done my test yet because the testing centers are saturated. My wife has done it already with my son. I am the only one left. My sister is a nurse. I asked her if I could come do my test in their hospital, and she agreed. So I will choose an off day to do it. Bon, j'aurai l'occasion, comme moi je me repose les jeudis, je vais le faire. With the existence of over 9 COVID-19 testing centers in Douala, inhabitants still claim of not knowing any one of them. No, not yet. I've not yet done the COVID test. Because I don't know where they are doing the test. Because if I know, I will be the first person to go and do it. Parce que je ne connais même pas là où on fait le test. The belief that the coronavirus is unreal reigns in the minds of these city dwellers who need concrete proof of its existence. I'll never do it. I'll never do it because maybe I live in Bonamusadi. And for truly speaking, I don't have time. And I myself, I've never be wheresoever, I've never see wheresoever that treatment done. Somebody like that patient, yes, victim. So nothing make me too afraid to even go and do it. Even go and try to look for, to do the test. But I know that maybe, I don't know if maybe it's real or not, because I've never seen a victim for that case. Déjà à la base, il y a des remèdes qui courent que le Covid, ça n'existe pas, c'est pas vrai en fait. We have rumors circulating that COVID-19 does not exist. With the number of deaths, I could believe it, but I haven't seen any case. But I can never get tested because if I speak my mind, I might get arrested. Rumors have it that even getting vaccination can kill someone. Si on se vaccine et tout, soit on risque de mourir et tout. Donc du coup, je compte pas le faire, sincèrement. Non. Je suis le même avis que mon frère. I am of the same opinion as my brother. I need concrete proof of the existence of COVID-19 in Cameroon. I don't believe it. J'en crois pas. Coronavirus is real, and Cameroon has more than 57,000 positive cases. One can get tested of the virus at the District Hospital Bonasama, in the Douala 4 municipality, the District Hospital in Daido, just to name a few. Loin de la santé, on parle sécurité. Un gang de faussaires démantelé à Yaoundé par les éléments du commissariat du 5e arrondissement. Faux en écriture est la principale accusation qui pèse sur ces derniers. Ils ont été présentés à la presse ce mardi. On fait le point avec Mireille Siabdji. Outils informatiques, tampons, cachets, papier, un peu de tout pour se lancer dans l'usurpation, faux et usage de faux en écriture, avec un accent sur la fabrication de faux documents, dont de fausses pièces d'identité. Cette activité était le passe-temps favori de ce présumé faussaire jusqu'à ce que les éléments du commissariat d'Ongo-Ekele lui mettent le grappin dessus. Tout part de l'interpellation d'un individu jugé suspect. Lors d'une patrouille de routine, notre équipe motorisée, dans la nuit du 3 au 4 avril, a trouvé un individu suspect aux encablures du CHU. Il était minuit passé. Sa présence suspecte en ce lieu a conduit à son interpellation. Il a été conduit ici à la base et en regardant son récépissé de carte d'identité pour l'identifier, on s'est rendu compte qu'il avait un récépissé qui indiquait qu'il a été délivré le 5 avril 2021. Or, nous étions encore dans la nuit du 3 au 4. Voilà qui attire l'attention et suscite la curiosité. Mis en exploitation, le sujet finit par révéler que c'est l'une de ses connaissances qui lui a délivré le récépissé en image parce qu'il lui avait fait part de ses difficultés à s'établir une carte nationale d'identité. Alors, il nous a permis d'interpeller ce deuxième individu qui avait également un récépissé faux.
Quand on l'a également interrogé et exploité ce deuxième, il nous a donc conduit vers le troisième qui était en possession de tout ce que vous avez vu là comme matériel. Avant la descente domiciliaire, on a saisi notre hiérarchie et puis on a eu l'autorisation du parquet pour faire une descente dans sa chambre, parce qu'il fait tout ce travail dans une chambre à Etoudi, vers l'abattoir Etoudi. C'est comme ça qu'on a pu prendre tout cet arsenal que vous voyez, avec des cachets nominatifs et ronds de beaucoup de services et de beaucoup de responsables. Le principal suspect, quant à lui, est passé aux aveux complets. Il n'a pas essayé de nier, il est passé aux aveux. Il a dit dans un premier temps que ce matériel lui avait été... Il a acquis ce matériel pour faire les cartes d'identité scolaires dans les établissements qu'on le sollicite. Mais ce n'est plus le cas. Il fait des permis de conduire, des récépissés et tout genre de documents, les diplômes et autres, tels que vous avez pu le voir. Actuellement, le dossier est en cours de finalisation. Il sera présenté au procureur ce mercredi 7 mai 2021. Et dans la résolution de la crise dite anglophone, la voix du cardinal Christian Toumi a été entendue. Et il faut dire que le processus de dialogue se poursuit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le chef de l'État a instruit l'organisation du grand dialogue national. Elie Smith pense d'ailleurs, je le disais à l'instant, que le processus de dialogue se poursuit et que la paix revient peu à peu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Elie Smith est donc le porte-parole de la All Anglophone Conference, initiée par le cardinal Christian Toumi, décédé le week-end dernier. Le cardinal a gagné une grande victoire. Si vous vous rappelez très bien, quand il avait lancé la Anglophone General Conference, il y avait un groupe de révisionnistes et de négationnistes, que ce soit ministres ou journalistes ou société civile, qui écumaient vos plateaux ici à Douala et à Yaoundé, qui lui traitaient de tous les noms d'oiseaux. Mais c'est lui qui lui a donné raison, c'est le chef de l'État. Parce que le chef de l'État a organisé le dialogue national qui démontrait qu'il y avait un problème anglophone au Cameroun. Parce que les gens qui écumaient vos plateaux, des révisionnistes et négationnistes, disaient qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Donc, le but de la Anglophone General Conference, c'était de réunir les anglophones, prendre des propositions, soumettre au chef de l'État en vue d'organiser un forum, un dialogue pour résoudre le problème anglophone. Mais si le dialogue national a eu lieu, en quelque sorte, ce que Cardinal Toumi avait voulu, son idée a triomphé. Donc, voilà pourquoi il a participé au dialogue national. Il a même été le président d'une des commissions et il est toujours membre de la commission de suivi du grand dialogue qui a eu lieu. Un processus qui s'est enclenché et je défends ici bec et ongle ce que le cardinal avait dit, que le niveau de violence a baissé. On to our international page with the VOA. Imagine a device you can wear that monitors your health at all times without wires or bulky machines. The company BioIntelliSense created the Bio Button and Bio Sticker to do just that. Things like heart rate, respiratory rate, temperature, 12 different clinical parameters, even coughing frequency. This reusable bio sticker measures these vital signs every minute. The data is encrypted and transmitted through an app to the cloud every 10 minutes. The patient then receives a health report on the app. The Bio Button is similar, but is single-use and measures the heart rate and respiratory rates less frequently. Infected people who don't feel symptoms may actually have changes in their bodies a sensor can detect. And what we've seen in COVID patients is that there's this characteristic alteration or almost pattern in temperature differential, respiratory rate differential pulse that precedes
actual outward symptoms. UC Health in Colorado, an investor in BioIntelliSense, uses this device so patients can leave the hospital sooner. The device also allows doctors to remotely monitor the health of patients and people who have received the COVID vaccine. The device is not meant for COVID. It happens to be ideal for COVID. Another wearable that was not originally meant for COVID is this AirPop Active Plus Smart Mask. A silicone seal that's welded in. This smart mask was first created to filter out air pollution. The removable filter resists liquids and can compete against an N95 mask. We block over 99% of particulate of the same size. This halo sensor reads and analyzes the user's breathing behavior. We understand your breathing and we understand your local air quality. We're able to tell you when to change that filter with a high degree of accuracy. From data about your mask to your vital signs, all easily accessible through an app. Elizabeth Lee, VOA News. And that's it for the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. Wishing you a blessed day in the company of our programs. Good night, Lila. Bonsoir à vous, Catherine Connet. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bonsoir.